Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. La ministre de l'Enseignement supérieur est toujours en Arabie Saoudite. La visite a permis à la délégation guinéenne de signer des conventions avec les autorités saoudiennes en ligne de mire le soutien à la recherche et aux innovations. Et puis, mesdames et messieurs, Conakry retrouve progressivement l'image d'une ville propre, belle et fascinante. Les travaux d'embellissement engagés sur les ronds-points satisfont les citoyens. Chacun se réjouit des efforts et remercie les autorités de la transition. Comment valoriser la pisciculture en région forestière? Les membres de la filière se retrouvent au sein d'une fédération. Un nouveau bureau est mis en place pour booster les activités. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La ministre de l'Enseignement supérieur poursuit donc son séjour en Arabie Saoudite. Une visite, on vous le disait hier, pour renforcer la coopération interuniversitaire. Des échanges ont eu lieu ainsi que la signature de conventions. Les autorités saoudiennes s'engagent donc à accompagner la Guinée dans la promotion de la recherche et des innovations. Mounir Bari. Dans sa dynamique de qualifier l'enseignement supérieur, la chef du département, durant son séjour saoudien, a paraphé plusieurs accords de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Au ministère saoudien de l'éducation, par exemple, la délégation guinéenne et la partie saoudienne se sont engagés pour un partage d'expériences en vue d'une parfaite collaboration entre Conakry et Riyad. Cet après-midi du lundi, nous avons signé une convention cadre sur les 5 prochaines années à venir avec le ministère de l'Éducation, à l'intérieur de quel ministère il y a tous les secteurs de l'éducation. Nous avons pu, à l'intérieur de cette convention, mettre un accent particulier sur la formation et l'ouverture maintenant à tous les programmes du système d'enseignement supérieur de l'Arabie Saoudite, hormis la médecine. Également, nous avons mis dans cette convention l'octroi et l'augmentation du quota des bourses envers les jeunes de notre pays. Après cet accord de partenariat, la délégation guinéenne est allée à la rencontre des autres partenaires stratégiques permettant de booster l'économie guinéenne à travers la science et la recherche. Au Fonds saoudien pour le développement, des partages fructueux ont eu lieu avec les responsables du fonds. Ici, les partenaires saoudiens ont promis d'accompagner la Guinée dans le financement des classes préparatoires aux grandes écoles et l'équipement des laboratoires. Au département des investissements saoudiens également, des accords sont signés en faveur des investissements dans l'enseignement et la recherche scientifique. Nous avons été reçus par le ministre de l'Investissement du Royaume d'Arabie Saoudite qui a à cœur l'éducation et qui a soutenu les projets que nous avons soumis. Et il est disposé aujourd'hui à réunir tous les investisseurs, d'abord sur le volet éducatif, mais également sur 2 autres projets et 2 autres secteurs porteurs de notre pays, à savoir l'agriculture et les mines. Partout, les réformes engagées par la ministre de l'Enseignement supérieur sont magnifiées. En témoignent ces satisfaits de reconnaissance pour les efforts consentis dans la qualification de l'enseignement supérieur guinéen. Au ministère de l'Environnement, les cadres prennent connaissance de leur contrat de performance. Le document a été présenté par la chef du département, Adja Safiatou Diallo. Les travailleurs s'engagent dans leurs services respectifs à accompagner les initiatives pour atteindre les résultats escomptés. Mamadou Alpha Baldé. Direction nationale des forêts et faune, Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune ou encore le Fonds de l'environnement et du capital naturel, les principales directions du ministère de l'Environnement et du développement durable reçoivent leur contrat de performance. À travers la signature de ces documents, le cap est fixé et les objectifs définis. Les actions phares que nous souhaitons réaliser dans les jours à venir, ça va être d'abord, vous connaissez très bien la mission principale du Fonds de l'environnement et du capital naturel, c'est la mobilisation, la sécurisation des ressources et les investir dans tous les projets et programmes allant dans le sens de la préservation de l'environnement, mais aussi de la préservation du capital naturel. L'une des actions phares qu'on entreprendra dans les jours à venir, ça va être le financement des parafeux. Ça va être l'aménagement des forêts urbaines et périurbaines. Ça va être la campagne de sensibilisation, de recensement de tous les établissements classés sur l'échelle nationale. Cette année, comme vous le savez, nous avons des actions phares. Il y a le reboisement,
il y a la lutte contre les feux de brousse. Je crois que c'est un outil smart qui nous permet d'avoir des résultats probants. Cette nouvelle dynamique est la marque qu'entend imprimer le gouvernement pour plus de résultats sur le terrain. La signature de ces contrats nous aidera à suivre de façon efficace l'exécution des lettres de mission et tout ce qu'on aura à signer aux différentes directions techniques. C'est un grand pas qui est fait en ce moment et je suis très optimiste vu l'engagement des cadres. Après l'engagement de ces 5 premières directions, d'autres suivront dans les prochains jours. Le ministère de l'Environnement entend mener avec succès l'ensemble des projets et programmes prévus cette année pour le bien de l'environnement. Une question à présent. Comment sauver l'île de Kabaka confrontée aux effets des changements climatiques? Les cadres guinéens et les partenaires se concertent autour de la question. Il s'agit de trouver des solutions pour contenir le phénomène et c'est une initiative de la structure Sauvons nos îles avec un appui de Osiwa Guinée. Ousmane Bah. Après plusieurs initiatives citoyennes sur le terrain relatives à la sauvegarde des îles en général et celle de Kabaka en particulier, ces acteurs se retrouvent autour d'une table ronde. ONG, cadres des ministères sectoriels, partenaires au développement sont au rendez-vous. L'idée est de partager les expériences afin de circonscrire les impacts négatifs des effets anthropiques sur le littoral. C'est une table ronde que nous organisons dans le cadre d'un projet qu'on a sur les îles. Et on veut vraiment que les gens puissent beaucoup s'intéresser aux problématiques des îles parce qu'il y a un problème lié à l'environnement qui fatigue non seulement les communautés, il y a un problème de terre qui se pose, il y a un problème de logement qui se pose, il y a un problème sanitaire. Et aujourd'hui, la communauté insulaire fait face à de nombreux problèmes. Avec l'appui technique et financier de Osiwa Guinée, chaque partie s'engage à jouer sa partition. Mener des actions pour lutter contre les changements climatiques par la mobilisation des ressources, l'accompagnement des acteurs et aussi aller vers ce qu'on dit l'économie verte. Il y a de très bonnes lois en Guinée, sauf que les lois n'étaient pas accompagnées, n'est-ce pas, des tests d'application. Donc pendant cette période transitoire, nous, on va faire de telle sorte que les lois soient accompagnées par les tests d'application. Au-delà de ça, que ces lois-là soient vulgarisées. Les plaidoyers issus de ce conclave permettront d'attirer l'attention des décideurs à la sauvegarde de tout le littoral guinéen en cette période dominée par les changements climatiques. Et pendant ce temps, le ministère du Travail et de la Fonction publique veut qualifier les prestations des services publics. Le défi est énorme, mais des actions concrètes sont en train d'être posées sur le terrain. Après Conakry, le programme Parcours d'accompagnement pour un savoir-faire et un savoir-être dans la conduite de l'action publique se déploie à Kindia et à Mamou. Les cadres suivent des cours pour mieux valoriser leurs compétences. On fait le point avec Mamadi Terna Kamisoko. C'est une approche innovante du ministère du Travail et de la Fonction publique. Pour une meilleure qualification des services dans l'administration, la formation classique laisse progressivement place au coaching, mentorat et au partage d'expériences. Depuis juin 2022, 30 cadres constituant la première cohorte dans les régions de Kindia et Mamou sont sélectionnés dans le cadre du programme Parcours d'accompagnement pour l'acquisition d'un savoir-faire et d'un savoir-être dans la conduite de l'action publique. Pour cette 5e session, l'appui de coachs belges séduit les lauréats. Nous attendons vraiment de savoir ce qui se passe à l'extérieur, notamment dans le pays belge, pour que nous puissions savoir à notre niveau ici qu'est-ce qu'il faudra améliorer. Et effectivement, si nous avons des expériences à échanger avec eux aussi, pour qu'ils puissent aller l'étudier vers chez eux là-bas. Et donc ces deux dames vont accompagner tous ces cadres de la fonction publique territoriale de Mamou et de Kindia dans l'apprentissage entre les pairs, dans l'échange d'expériences et aussi comment appréhender ces changements dans la pratique au quotidien. Ces cadres seront soumis à d'intenses activités jusqu'à mai prochain, soit 12 mois d'accompagnement. Initié par l'Institut de formation et de perfectionnement, ce nouvel outil se montre
plus ambitieux. L'objectif de cette session, c'est de redéfinir les attentes des cadres, de fixer les objectifs et de le mettre sous forme de projet qui va être mis en œuvre et que chaque participant va essayer de suivre durant le parcours de formation et qu'il va rendre compte en fin de parcours. Dans les régions de Kindia et Mamou, les bénéficiaires de ce programme devront donner le bon exemple et servir de modèle dans leurs différents services. Plusieurs directeurs nationaux et généraux du niveau central ont déjà profité des avantages de cet outil de promotion et de valorisation des compétences au sein de l'administration publique guinéenne. Merci donc à Mamadi Terna. Kamisoko, dans l'actualité toujours, l'Agence nationale de lutte contre la corruption est sur le terrain. Elle mène en ce moment une campagne de sensibilisation sur les difficultés que rencontrent les citoyens dans la circulation routière. Cette initiative fait suite à des remontées d'informations sur les cas présumés d'arnaque de la part de certains agents de la police. Adjudant Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Le centre d'alerte de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, de promotion de la bonne gouvernance, est en perpétuelle veille. À travers son numéro vert le 155, elle reçoit une avalanche d'informations liées aux cas de corruption et d'arnaque dans des services publics. Suite à ces remontées d'informations par des potentielles victimes collatérales sur les tracasseries routières, l'institution a récemment dépêché une mission pour constater des visus, les opérations de verbalisation des infractions. Nous avons décidé de faire des sorties inopinées pour passer dans les différents centres et dans les différents commissariats centraux et les commissariats spéciaux pour chercher à savoir quelle est la situation ou l'état des lieux ou le niveau de détention de ces différents engins roulants, à savoir les registres qu'ils tiennent, à savoir les carnets qui délivrent, c'est-à-dire qui comportent les reçus de verbalisation, pour s'assurer est-ce que des citoyens, des usagers indélicats ou des usagers qui sont en porte-à-faux avec la loi, lorsqu'ils s'acquittent des amendes ou des contraventions qu'on leur impose, est-ce que c'est dirigé dans les caisses de l'État? Dans ces commissariats, plusieurs engins y sont immobilisés pour diverses raisons. Certains pour les cas d'accident et d'autres pour le non-respect des codes de conduite. Par faute de compromis, bon nombre de ces engins ont excédé le délai conservatoire qui est de 45 jours francs. La police routière est là pour assurer la sécurité des usagers de la route. Mais il faudrait que ces usagers de la route essayent de respecter le code de route. Toute personne qui n'arrive pas à respecter le code de route, si on l'interpelle, on le verbalise. Et quand on le verbalise, on a un délai. Si la personne ne vient pas chercher son engin, dans 45 jours, on est obligé de faire recours à la justice. Ils vont venir vendre et on met l'argent dans la caisse de l'État. Catégorisées en 4 classes, les infractions sont verbalisées de 1000 à 500 000 francs guinéens selon les cas et le montant est soit payé au trésor public, soit à la direction centrale de la police routière qui délivre un reçu à l'usager en infraction lui permettant d'aller récupérer son engin roulant à la fourrière. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, c'est l'autre résultat des efforts que les autorités de la transition sont en train de consentir pour offrir un meilleur cadre de vie aux populations grâce à son gouvernorat et au gouvernement de la transition. Conakry retrouve progressivement l'image d'une ville belle, propre et fascinante. Les artères sont dégagées et les ronds-points sont embellis. Certains citoyens se sont même portés volontaires pour veiller désormais sur ces sites. C'est un constat de Moussa Bangoura. Après les fêtes de fin d'année, les ronds-points de la capitale gardent encore leur image reluisante. De Kalouma à la T8, en passant par Amdalaï, Anko 5, Taneri et Matoto, les citoyens apprécient ces travaux d'embellissement des grands carrefours et ronds-points initiés par le gouvernement de Conakry. J'apprécie beaucoup ce que Madame la gouverneure est en train de faire dans les différents ronds-points de la ville de Conakry. C'est très joli, c'est une bonne chose. Vraiment, on l'apprécie beaucoup. Souhaitons que ça soit continuel, c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour elle est en train de faire, mais plutôt pour nous. Et occupons-nous de la chose en question là, car ça là c'est pour nous. À la T5, par exemple, dans la dynamique de la préservation des édifices publics, certains citoyens se sont engagés volontairement à veiller sur le site qui devient de plus en plus
un lieu de détente des jeunes pendant les soirées. Le CNES a bien regardé ici. Lui qui gâte, c'est le CNES même qui va grouper, il va arranger, arranger. Donc nous aussi, on n'accepte pas que quelqu'un va faire le bagarre, ni insulter quelqu'un. Donc on est là pour ça. Nous, on est très contents du gouverneur. On est très contents de Mamadi Doumbouya. Il y a un certain qui vient, il tourne le rond-point pour se regarder. Si on nous vit, parce que nous sommes d'ici, nous voit ça, on approche, on te demande qu'est-ce que tu veux. S'il dit ouais, on veut prendre une photo ou bien des photos, il y a un certain qui demande, on paye, nous on dit non, on ne paye pas, qu'on ne te garde pas, tu prends ton photo, tu sors, on ferme. À l'image des autres villes de la sous-région, la gouverneure Mawasila compte aller plus loin en vue de changer l'image de la capitale Conakry avec le soutien du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Autre sujet dans ce journal, les nouvelles recrues vont bientôt faire leur entrée dans les centres d'instruction militaire du pays, mais avant, le chef d'état-major de l'armée de terre vient d'initier une session de formation pour les encadreurs et les instructeurs. Ce sont eux qui doivent s'occuper des candidats retenus à l'issue du concours de recrutement de cette année. Capitaine Fodé Abakar Bangoura pour des explications. Entamé depuis le 16 janvier 2023, le test de présélection pour le recrutement des jeunes citoyens guinéens au sein des forces armées suit son processus normal. Pour le respect du calendrier relatif à la formation des candidats qui seront retenus, l'état-major de l'armée de terre initie une séance de mise à jour des formateurs venant des différents centres du pays. Objectif, élaborer un emploi du temps pour les nouvelles recrues. On a jeté un coup d'œil sur les cours qui étaient dispensés dans les centres d'instruction, essayer de corriger, mettre un peu d'ordre, afin que ce qui sera dispensé au CI de Kankan, que ce soit la même chose au CI km 36, à l'Abbé, à Kissidougou, comme à Kindia. En prélude à la rentrée prochaine des recrues, à les centres d'instruction d'infanterie, certains problèmes sont à résoudre au préalable. D'abord, les programmes d'instruction, le contenu des matières à dispenser et l'emploi du temps. C'est dans ce souci d'uniformité qu'on a engagé cette rencontre afin de briefer les instructeurs sur les devoirs qu'ils ont à accomplir. Cette session de formation des instructeurs a permis au chef d'état-major de l'armée de terre de se situer sur les modules de formation. Le but, c'est de rencontrer tous les instructeurs, tous les directeurs des CI pour qu'ils puissent parler le même langage dans le cadre de la formation au niveau des recrues qui vont rentrer. On appelle FCB. Formation commune de base. On est venu pour voir si le contenu des cours et le programme est déjà établi. Pour l'heure, toutes les dispositions pédagogiques ont été prises par l'état-major de l'armée de terre pour la rentrée prochaine des nouveaux soldats. Un mot de santé pour dire que le district sanitaire de Kankan vient de bénéficier des engins roulants. C'est un appui technique de la fondation Bill et Melinda Gates pour appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre du renforcement du système de vaccination en Haute-Guinée. Le suivi des activités sur le terrain et l'approvisionnement des structures en vaccins sont des résultats attendus. Les détails sur place avec Diamo Kaba. Le ministère de la Santé résolument engagé à simplifier le parcours vaccinal des enfants. Dans la région de Kankan, le renforcement de la mobilité est l'un des souhaits émis pour augmenter la couverture. Les districts sanitaires sont dotés d'engins roulants destinés à sauver rapidement des vies dans les zones les plus reculées. Chaque DPS maintenant a un véhicule pour la vaccination, pour aller vers les enfants jusqu'au tréfonds de la région, pour que ces enfants-là soient vaccinés. Donc moi je m'attends à un résultat positif tous les mois, jusqu'au moment où ce projet-là va finir. Les partenaires engagés à jouer leur partition affichent l'ambition d'améliorer les prestations de services. 6 véhicules pour atteindre les objectifs du gouvernement dans la savane dont le taux de couverture vaccinale reste encore faible. Les difficultés étaient liées au fait qu'on n'avait pas de véhicules adaptés. Et les véhicules que nous avions avaient pris de l'âge et chaque fois que nous envoyons, on enregistrait des pannes sur le terrain et ça nous empêchait d'être performants. Donc je pense que l'arrivée de ces véhicules non seulement va renforcer la logistique, mais ça va permettre la facilité de mobilité au niveau terrain. Le suivi des performances est l'une des perspectives annoncées pour intensifier l'évaluation mensuelle des résultats.
un nouveau pas en avant pour réduire le risque d'exposer les enfants à des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole et la fièvre jaune. Et nous allons parler maintenant de ce nouveau bureau pour la Fédération des pisciculteurs de la Guinée forestière. Il est mis en place à l'occasion d'une assemblée générale tenue à Zérekoré. Ce bureau doit aider à la meilleure gestion des activités de l'association, mais surtout au développement de la filière piscicole. Lancé Kamisoko. L'organisation professionnelle des pisciculteurs de la Guinée forestière se renforce davantage avec le renouvellement du bureau du conseil d'administration. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale élective réunissant toutes les 18 unions membres de la Fédération des 7 préfectures de la forêt, plus Kankan et Farana. Il est également important de souligner à l'intention des futurs gestionnaires que le défi de la modernisation de l'aquaculture et de la professionnalisation de la Fédération s'impose à tous. Il est donc temps d'opérer une mutation profonde, car l'État, pour sa part, se tiendra à vos côtés pour nous accompagner à l'atteinte de cet objectif. Tous pisciculteurs, ces membres du nouveau bureau auront pour tâche de veiller à la bonne exécution des projets et programmes en faveur d'une pisciculture plus productive, garantissant la sécurité alimentaire dans la région. À commencer de cette année, c'est les pratiques, rien que les pratiques. Tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une écloserie et une unité de fabrique d'aliments à base de sous-produits locaux. Je me battrai avec les collègues pour que partout où besoin serait, pour qu'on puisse être écouté et que le gouvernement, à travers ses bailleurs, puisse nous accompagner, que d'ici fin de cette année, qu'on puisse avoir ces installations à zéro coût. Je suis très contente parce que c'est un métier que j'ai aimé et vraiment je m'engage à vraiment œuvrer pour que les femmes, quand tu as un métier, que tu ne dépends pas tellement de quelqu'un, vraiment tu te sens responsable, tu te sens heureuse. Et les enfants aussi en bénéficient, ou toute la famille en bénéficie. Les installations hors sol d'un pisciculteur modèle dans le quartier Boma, au centre-ville de Zérekoré, sont visitées par les représentants des différentes unions membres à ce rendez-vous annuel. Et puis, c'est le grand chiffre de cette édition d'information, plus de 500 milliards de francs guinéens. Le Crédit rural de Guinée promet de mettre ce montant à la disposition des populations guinéennes. L'annonce est faite au cours de la revue du plan de développement 2022. L'objectif est de développer les activités qui génèrent des revenus. La synthèse des travaux avec Mamadou Patebaldé. Le Crédit rural de Guinée est en profonde mutation ces dernières années. Ces performances sont dues aux efforts menés sur le terrain par l'ensemble des acteurs. À Mamou, les délégations régionales du pays s'étaient réunies pour passer en revue les acquis de l'exercice 2022, identifier les contraintes et envisager des solutions pour l'année 2023. Que 2022 a été une très bonne année dans la vie du Crédit rural, car courant cette année, nous avons consolidé la réorganisation de notre réseau et nous avons fait aboutir totalement la digitalisation de nos services. Et c'est sur ces éléments que nous allons nous appuyer pour avoir une année 2023 bien meilleure à 2022. Au cours de cette rencontre, les différents délégués ont présenté leur rapport d'activité basé sur les indicateurs de performance de l'exercice écoulé, ainsi que le plan de développement de l'année 2023. Nous avons offert en termes de crédit plus de 350 milliards à la population et toutes les activités ont fait l'objet de financement, depuis l'agriculture en passant par le commerce, les petites et moyennes entreprises, jusqu'aux fonctionnaires. Instrument de lutte contre la pauvreté, le Crédit rural de Guinée s'est investi de nos jours dans tous les secteurs. Un engagement salué par les autorités de Mamou au nom du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. La qualité de vos contributions et les recommandations issues de vos riches échanges me rassurent de la réussite et de l'atteinte des résultats attendus par votre institution au cours de l'année 2023 pour le bonheur des populations guinéennes. La prochaine rencontre est prévue pour le premier trimestre de l'année 2024, ici même, à Mamou.
Et puis, une plantation de plus de 40 hectares ravagée par un incendie. Le sinistre a eu lieu à Pamalap, dans la préfecture de Forêt-Karia. C'est un investissement de plusieurs millions de francs guinéens qui part ainsi en fumée. Les victimes lancent un cri de cœur et plaident pour la sécurisation efficace des domaines agricoles. Moussa Bangoura. Voici ce qui reste sur ce domaine agricole de 44 hectares. Appartenant au frère Diallo, à Pamelap, dans la préfecture de Forêt-Karia. Après 5 ans d'investissement, où l'anacardier et le manioc sont mis en valeur, aujourd'hui, tout a été ravagé par les feux de brousse. Les promoteurs ignorent encore les raisons du drame. Disons les 40 ont brûlé. Donc nous avons les anacardiers, nous avons des mélinas et quelques boutirages de manioc. À 500 mètres de l'autre côté, il y avait le feu et par là aussi à 500 mètres. Donc quand les services des eaux et forêts sont venus, après leur investigation, probablement ils ont trouvé l'endroit où le feu est venu. Là où je suis, j'ai 4 hectares. Je fais environ des 400 arbres là-bas. Maintenant tout est brûlé. Là où nous sommes, on n'a pas la force. On prie au gouvernement de nous aider. 2 fois victimes de cas d'incendie, ces producteurs poussent un cri du cœur. Les autorités locales et le service de l'environnement déplorent ces actes. C'est un acte à condamner. Vu l'article 17 du Code pénal, le feu de brousse, c'est un acte qui est punissable par la loi guinéenne. Dès que nous avons été saisis du problème, notre premier objectif c'était de faire la sensibilisation avec la population locale. Et on a même envoyé des services techniques pour connaître la cause de ce qui s'est passé. Désormais, quand on prend quelqu'un pour ça, il va répondre. Plus de 50 millions de francs guinéens ont été investis dans cette plantation. Des efforts partis en fumée qui relancent le débat sur la sécurisation des investissements du secteur privé dans le domaine agricole avec la recrudescence des incendies. On en parlait il y a quelques jours. Une unité de transformation de manioc sera bientôt construite dans la préfecture de Kinya. Une mission vient d'effectuer une visite sur le site choisi, une visite pour constater la disponibilité du terrain. Abdul Karim Kamara. La Convention pour la mobilisation des ressources en faveur des PME commence à porter ses fruits. Première moisson, l'appui à l'implantation d'une usine de transformation de manioc en amidon et autres dérivés. Ici, le Fonds de développement industriel et des PME et TIAS Group, en compagnie de la Direction nationale de l'industrie, sont en mission de reconnaissance de terrain. Le choix est porté sur 3 sites dans la sous-préfecture de Colentin, préfecture de Kindia. Nous sommes une direction qui accompagne, qui impulse et qui aide à avoir le financement. Il y a les questions liées à la proximité des eaux qui passent autour de l'unité. Et c'est ce qui fait que nous sommes à Colentin. Et à Colentin, il y a beaucoup plus d'espace. Alors c'est plus facile pour TIAS à mettre l'unité industrielle et tout ce qui est le process de transformation lié à cette unité industrielle dans la zone. Au bord du fleuve Colentin, le site de Legrea abritera l'usine elle-même et les 2 autres, appelés Siguiton, vont servir de domaine de production du manioc. Ces 2 derniers sites étaient l'une des zones d'implémentation de la culture des semences au compte de la conserverie de Mamo sous la Première République. Le ministère que dirige Mme Lepoulama, ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, a vu que c'était opportun de venir s'installer dans la politique générale du président Mamadi Doumbouya dans une délocalisation au niveau de l'intérieur. Par conséquent, ils ont choisi la zone de Colentin et qui coïncide à cette zone agro-industrielle. Je pense que c'est une convention fructueuse dans le sens que toutes les communautés riveraines ont donné leur accord, ils sont impliqués à tous les niveaux et les autorités administratives de la localité aussi ont donné leur accord pour accompagner ce projet gigantesque qui va créer énormément d'emplois et énormément de richesses à tous les niveaux. Le coût d'implantation de cette usine de transformation du manioc s'élève à près de 8 millions de dollars. TIAS Group apporte 80% du montant devant servir à la fabrication du matériel, mais aussi la prise en charge des experts en charge des études du sol.
Les responsables de la Maison des associations et des organisations non gouvernementales de Guinée viennent de tenir leur assemblée générale. Il était question de passer en revue les activités réalisées en 2022. Les participants ont aussi parlé des perspectives pour la réussite de la transition en cours dans notre pays. Younoussa Tawel Kamara. Au cours de cette assemblée générale annuelle, ces acteurs venus de différentes antennes préfectorales, mais également des communes de Conakry, se retrouvent pour une rétrospective annuelle. Il s'agit de faire une auto-évaluation des actions phares réalisées en 2022 dans le cadre de la promotion de la quiétude sociale en cette période de transition. Nous sommes partie prenante. En tout cas au cadre des dialogues et à plusieurs activités dans cette transition. Nous avons participé aux assises nationales, nous avons participé au cadre des dialogues, nous jouons un rôle prépondérant. Et récemment, par exemple, pour la récupération des domaines publics au niveau de Kamaen. À cette assemblée générale, il était également question de rappeler le but de la création de la Maison des associations et des ONG de Guinée, mais aussi la validation des statuts et règlements intérieurs, sans oublier le plan d'action annuel 2023. Nous tendons vers le recensement général de la population, le recensement à vocation d'état civil. Et bien entendu, le débat d'orientation constitutionnelle a déjà commencé. Donc ça voudrait dire que nous allons sensibiliser en tout cas les citoyens pour le recensement général, parce que le développement se projette à travers, en tout cas, la connaissance parfaite, n'est-ce pas, du nombre de la population. Cette plateforme de la société civile guinéenne, créée en 2017, regroupe actuellement plus de 140 associations réparties sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons prendre la direction de Bofa pour parler de l'assistance de Banquitroc aux communautés impactées par l'exploitation des mines. La société vient d'offrir des équipements agricoles et des engins roulants aux populations locales. La remise a eu lieu en présence des autorités de la préfecture de Bofa. Mamadou Saliouba. À Bofa, dans plusieurs localités, les communautés font face aux effets de l'exploitation minière. Dans la préfecture, Banquitroc elle-même, impliquée dans le transport de la bauxite, vient renforcer la résilience des populations impactées. À son actif, ses motos, ses équipements agricoles, cette briqueterie, ses agrégats pour les jeunes et les femmes. Nous avons décidé aujourd'hui de démarrer le programme d'aide communautaire qui consiste à créer de l'emploi afin de lutter contre le chômage, la migration irrégulière et le grand banditisme. Banquitroc aujourd'hui va reverser une partie de son résultat liés au transport de bauxite dans ce programme qui seront investis dans des activités génératrices de revenus. Nous allons faire en sorte que les jeunes qui n'ont pas de travail d'abord dans les mines, les employer dans ces micro-entreprises. Ça peut nous permettre de créer beaucoup de changements au niveau des jeunes qui ne travaillent pas dans les mines. Avec cet accompagnement, les bénéficiaires devraient pouvoir relancer leurs activités économiques pour limiter l'impact de l'exploitation minière sur leur quotidien. C'est une motivation d'encourager les gens à se prendre en charge. C'est un bel exemple auquel j'invite tous les autres acteurs de la vie minière à suivre. Vous, jeunes bénéficiaires, utilisez ces équipements pour améliorer vos conditions de vie. Ce don vient accompagner les autorités publiques dans le développement du pays. Cette assistance sociale est le début du programme communautaire de Banquitroc en faveur de communautés impactées par l'exploitation minière. Le concours pour la Semaine nationale du mérite scolaire se poursuit sur l'ensemble du territoire national. La préfecture de Kinia vient d'organiser une compétition pour choisir ses représentants. À l'issue des épreuves, 6 candidats sont retenus. Yaya Silla. Bientôt, la Semaine nationale du mérite en Guinée dans sa 2e édition. La région de Kindia entend rafler ce prix de Miss scolaire mathématiques cette année. C'est le but de l'organisation de cette finale du concours de détection des meilleures mathématiciennes
à l'instar des autres préfectures de la région par la direction préfectorale de l'éducation. Elles sont 48 élèves venus des 12 établissements scolaires, des collèges et des lycées de la préfecture de Kindia à compétir pour 6 places. Après une semaine de compétition dans plusieurs disciplines, notamment en mathématiques, 6 filles ont été retenues comme meilleures élèves en maths dans les collèges et lycées de Kindia. Elles ont pour nom Fatmata Diaby, Fatmata Binta Diallo et Fatmata Binta Baldé au niveau du collège, et Acha Kamara et Moïse Stéphane, Fatmata Keita et Oumouhawa Diallo du GSP Sobowal. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le reportage de Yaya Silla qui a été rendu par Abdoulaye Diallo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.